bonjour à tous. Dans ce nouveau numéro de l'Œil du Pro, nous accueillons quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent déjà puisqu'il s'agit de Pierre Sabatier. Mais Pierre ne vient pas, pour une fois, nous parler de perspectives de marché, mais d'une grille d'analyse qui, selon lui, doit permettre aux investisseurs particuliers de construire et de faire évoluer plus efficacement leur portefeuille en appréciant plus justement le potentiel des différentes classes d'actifs. Avec cette méthodologie, selon lui, il est en effet possible de déterminer quand acheter des actions ou quand acheter des obligations, ou plus exactement, quand acheter certains types d'actions ou certains types d'obligations, et quand surtout ne pas les mettre en portefeuille. Bref, optimiser sa gestion en réduisant les risques et en améliorant la performance. Cette approche n'est pas une martingale, et si vous en recherchez une, bien bon courage à vous. Mais elle nous a semblé suffisamment intéressante, originale et éclairante pour que nous lui consacrions non pas une, mais deux émissions, puisque nous allons traiter ce sujet en deux parties. La première, dans laquelle Pierre Sabatier pose la méthodologie, a été enregistrée début novembre. Il y est donc fait allusion à la configuration de marché d'alors. Ne vous focalisez pas là-dessus, car tout cela n'est donné qu'à titre d'exemple. L'important est ailleurs, il réside dans la méthodo. N'hésitez pas, quoi qu'il en soit, à laisser vos commentaires, vos remarques, vos critiques éventuelles et vos questions, surtout, en dessous de cette vidéo. Nous nous efforcerons d'y faire réagir Pierre Sabatier dans une prochaine émission. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et à nous dire si vous l'avez aimée en nous accordant un like. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la touche notification pour ne rater aucune de nos vidéos. On retrouve tout de suite Pierre Sabatier. Pierre, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, on vous retrouve en duplex. Les circonstances le commandent, elles sont un peu particulières. On le sait tous. Et vous êtes dans un cadre plutôt bucolique. Alors, si on entend un chien aboyer, c'est parce que vous êtes à la campagne. Hein. Voilà. C'est ça, c'est le charme de la campagne. Bon, mais on ne va pas parler trop de la campagne et du charme de celle-ci. On va parler allocation d'actifs et construction de portefeuille. Parce que quand on est investisseur particulier, c'est tout de même très difficile de savoir sur quel actif se positionner, surtout dans le contexte actuel. Et très souvent, on a la tentation d'appréhender les classes d'actifs un peu avec une vision en silo. On juxtapose celle-ci et puis on se dit, bon, bah, s'il y en a une qui baisse, ça veut dire que l'autre va monter, il vaut mieux que je m'expose à celle qui va monter potentiellement parce que celle-ci baisse. Et vous dites, c'est une vision qui est erronée et voire dangereuse. Mais alors, quelle vision faut-il avoir ? Oui, effectivement, celle-ci, celle que, on va dire, les actions, lorsque les actions montent, les obligations baissent, etc., ça fait 30 ans que ça ne fonctionne plus. Donc, les investisseurs particuliers comme professionnels, évidemment, ont bien constaté qu'il ne fallait pas faire reposer, en fait, nos stratégies de construction de portefeuille sur cette base. Alors, nous, on a conçu notre propre méthodologie pour anticiper, finalement, l'évolution des classes d'actifs et savoir quand est-ce qu'il est plutôt temps d'aller chercher du risque pour générer de la performance ou quand est-ce qu'il est plutôt temps d'aller plutôt privilégier les actifs qui vont nous apporter de la visibilité, donc certes moins de performance, mais bon, quand tout se casse la figure, ne rien gagner, c'est déjà beaucoup gagné, hein, puisqu'on sait souvent qu'il y a beaucoup de fortunes qui se sont faites, mais aussi beaucoup qui se sont défaites. Et celui qui reste ou qui accumule sa fortune dans le temps, c'est celui qui l'accumule, mais qui sait aussi ne pas la rendre. Et donc ce sujet-là, il est absolument crucial, à savoir quand est-ce ou quelles sont les conditions qui font qu'il est temps dans son portefeuille d'aller chercher du risque ou quand est-ce qu'il est temps d'aller plutôt privilégier la préservation du capital? Ça, c'est la bonne question, mais comment fait-on concrètement? La question clé pour savoir finalement comment évoluent pas les classes d'actifs, parce qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui d'avoir des visions généralistes. S'il fallait donner quelques mots clés pour les gens qui nous écoutent, c'est la précision. On ne peut plus supporter aujourd'hui, malheureusement, dans un monde plus tendu et plus complexe que par le passé, des visions trop généralistes. Donc, la vraie question qu'il faut se poser, c'est quel statut, comment fonctionne finalement la construction de portefeuille chez les grands investisseurs internationaux? Et pour répondre à cette question, il faut tout simplement se poser la question du statut que donnent ces investisseurs internationaux à chaque classe d'actifs. Quel statut a une obligation d'État européenne? Quel statut a une action des grands
trust technophile, les GAFAM, Google, Amazon, etc. Quel statut donnent les crypto-monnaies, qui sont souvent un sujet qui intéresse beaucoup les investisseurs particuliers? Quel statut les grands investisseurs internationaux leur accordent-ils? Et c'est vraiment la clé au préalable en fait, de la construction de portefeuille qu'il faut faire, c'est finalement quel statut donne-t-il? Et après, on va voir ensemble en fait, comment on les classe, ces classes d'actifs, en fonction du statut donné par ces grands investisseurs internationaux. Mais quand vous dites qu'il faut s'intéresser au statut qu'accordent les investisseurs professionnels, institutionnels aux classes d'actifs, c'est non seulement pour avoir une idée peut-être de la pondération à accorder aux différentes classes d'actifs, mais aussi sans doute avoir quelques visions de la performance à attendre de ces classes d'actifs, parce que ça veut dire qu'il y a une demande forte. Exactement, c'est tout à fait cela. L'idée, c'est de savoir quand est-ce, encore une fois, une classe d'actifs va bénéficier de la conjoncture ou quand est-ce qu'au contraire, elle peut être dangereuse dans son portefeuille parce qu'elle n'est plus du tout adaptée à ce qui est en train de se passer. Or, une fois qu'on a dit qu'il fallait essayer de repérer quel statut les investisseurs internationaux donnaient à chaque classe d'actifs, en réalité, une fois qu'on le sait, le statut, il n'y en a que 3 possibles. Il n'y en a que 3. Toutes les classes d'actifs doivent être, selon nous, classées dans 3 statuts différents et qui s'organisent de manière extrêmement précise en cercle concentrique. Le premier statut, celui du cœur, c'est Paris Intramuros, celui dans lequel vous allez avoir une visibilité extrême, presque aucun risque. Alors, on ne dit jamais aucun risque parce que ça n'existe pas sur les marchés financiers. Donc, on n'est jamais face à un actif sans risque. Le risque n'existe pas. Mais on est parmi les actifs considérés comme les moins risqués de la planète. Évidemment, ce statut, c'est celui qu'on va jouer lorsqu'il y a beaucoup d'incertitudes et donc qui est celui qui va générer assez peu de performance, évidemment, mais va nous apporter finalement la garantie de la préservation du capital. Obligations souveraines, etc. On pourra revenir après. Il y a une deuxième couche, un deuxième statut important qui est celui du milieu. Il en faut toujours un, c'est la petite couronne. Et donc aujourd'hui, la petite couronne, c'est pas le Far West. Les gens aiment bien aller vivre en petite couronne. Et bien voilà, c'est pareil. En fait, ce deuxième statut, c'est toutes les classes d'actifs qui ne sont pas totalement en fait, dans le cœur, pas les obligations souveraines, mais qui vont ressembler. Donc les actions ou les entreprises qui sont assises sur des business models avec beaucoup de visibilité, les obligations d'entreprises bien notées, dans lesquelles il y a peu de risques de défaut, etc. etc. On parlera aussi d'immobilier, si vous souhaitez, un petit peu plus tard. Voilà. Et il y a la troisième couche, le troisième statut, qui est celui de la grande périphérie, de la grande couronne, où là, pour le coup, vous êtes sur des actifs qui sont considérés comme plus risqués tout simplement parce qu'ils offrent moins de visibilité. Donc, on pense à tous les actifs qui ont finalement un comportement qui va être en lien avec soit la réglementation, mais surtout soit avec le niveau de croissance économique dans lequel on vit. C'est ce qu'on appelle les actifs cycliques, sensibles au cycle économique. Alors là, donc c'est tout ce qui est un peu risqué. Les émergents sont pour la plupart des actifs en fait classés en périphérie. Les actions cycliques, le secteur automobile par exemple, le value ou le cyclique en fait est bien sûr classé dans ces 3 statuts-là. Et donc il faut vraiment avoir en tête que chaque classe d'actifs doit être classée en fonction de leur statut donné par ces investisseurs internationaux dans ces 3 couches, le cœur, la périphérie proche et la grande périphérie, chacune d'entre elles correspondant à un niveau de risque qui est différent. Mais on n'est pas dans un ensemble statique. C'est un ensemble qui bouge. Ça serait trop beau. On a des cercles qui se dilatent en fonction de la demande. Tout à fait. Alors, la manière dont ça fonctionne… Qui se dilatent ou se contractent, parce que la réaction des uns par rapport aux autres est tout de même aussi intéressante. Une fois qu'on établit en fait cette cartographie, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que ça serait trop beau, trop simple, trop facile. On n'aurait plus qu'à partir tout le temps à la campagne si tout était immobile et qu'on avait en fait la martingale, le bon équilibre. Non, la réalité, c'est qu'il y a dans les marchés financiers une force centrifuge qui peut s'exercer par moment et une force centripète qui peut s'exercer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que considérez toujours que le cœur, c'est le central. Le cœur, en fait, c'est 3 couches. Le cœur, on n'y bouge jamais. C'est le paquebot, c'est les fondations de votre patrimoine, parce que c'est celui qui permet, dans un premier temps, évidemment, de préserver le capital qui était accumulé. C'est vraiment les fondamentaux. Mais en fonction du moment, soit forte croissance, soit politique de création monétaire très forte, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'une force centrifuge se met en marche. Et c'est quoi cette force centrifuge? C'est comme un jeu de vase communicant. Vous allez avoir, en gros, lorsque la force centrifuge se met en marche, qui en bénéficie le plus? Eh bien, ça va toujours être les actifs les plus éloignés du cœur. Donc, parce que ça déborde.
Pardon? Parce que ça déborde. En fait, Parce que ça déborde. Chaque cercle, chaque silo, finalement, vient déborder sur celui qui suit. Et donc, lorsqu'il y a beaucoup d'argent qui est déversé donc, dans les marchés financiers, eh bien, lorsque le cœur est plein, eh bien, vous débordez sur la couche de la périphérie proche. Et une fois que la périphérie proche est pleine, vous débordez, en fait, donc, sur la couche ultra-périphérique, la couche périphérique, celle la plus éloignée, en fait, du cœur. Et donc, vous comprenez que lorsqu'on a soit beaucoup d'épargne, soit beaucoup de création monétaire, soit, voilà, en général, les deux en même temps, donc c'est encore mieux, eh bien, vous allez assez vite remplir votre seau du milieu, votre cœur, et donc avoir des actifs qui vont certes bien se comporter, mais pas vous rapporter grand-chose dans le cœur, mais surtout avoir des actifs qui vont bien vous rapporter, plus on va s'éloigner, puisque vous avez cette force centrifuge qui ne cesse en fait de s'exercer. Et donc, dans ces moments-là, eh bien, vous pouvez vous permettre d'aller jouer tous les actifs qui sont en périphérie, pas à 100% évidemment, hein. Voilà. Mais c'est là où vous allez pouvoir trouver un moment dans un monde sans rendement où vous allez pouvoir vous constituer du rendement. À l'inverse, lorsque vous avez soit des politiques de création monétaire moins vigoureuses, soit une capacité d'épargne des agents privés qui sont les ménages ou les entreprises qui se dégradent, soit un besoin de financement, c'est-à-dire qu'en fait une taille du cœur qui ne cesse d'augmenter parce que les États ne cessent d'accumuler du déficit public, donc ont des besoins de financement qui ne cessent d'augmenter, eh bien, ces trois paramètres-là peuvent jouer à l'inverse, à savoir générer une force centripète, c'est-à-dire qu'en gros, faire que les flux deviennent défavorables d'abord à la périphérie, puis ensuite à la périphérie proche, et enfin, donc pour se recentrer en fait sur le cœur. Et donc, en fonction de ces paramètres-là, vous comprenez qu'il va falloir aller considérer le moment comme propice pour aller chercher ce qu'on va appeler du risque, parce que les conditions sont là, la force centrifuge se met en place, et donc elle va pouvoir en fait finalement générer de la performance sans que le risque se matérialise. Mais dès que vous avez compris que le risque peut se matérialiser à travers finalement un assèchement de la liquidité ou une augmentation des besoins de financement du cœur, eh bien si la force centripète risque de revenir, surtout s'éloigner de la périphérie et se recentrer. Parce que dans ces cas-là, on sera dans l'exemple de départ. L'objectif ne sera pas de gagner plus, mais de ne pas perdre. Et donc, évidemment, c'est les stratégies du cœur qui devraient l'emporter. Je vais essayer, et vous allez me corriger, hein, je vais essayer d'appliquer votre raisonnement à la situation présente. Parce que finalement, cette force centrifuge ou centripète, elle découle de l'épargne nette, c'est-à-dire l'épargne brute, moins les besoins de financement, l'investissement. Oui, absolument. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un besoin de financement public considérable, on est bien d'accord. Donc énormément d'émissions obligataires, et donc on a un cœur qui se dilate. C'est ça. Alors, pour être très précis et le plus simple possible, quand on dit un besoin de financement public qui augmente, ça veut dire simplement que les déficits publics sont immenses. Un déficit public, c'est pour l'État, les recettes sont très insuffisantes par rapport aux dépenses. Donc, pour ça, il faut s'endetter. Et donc, c'est là. Et donc, l'État s'endette comme un agent classique, on va dire, donc va émettre des obligations, émettre des titres de dette pour que certains, soit des gens privés, des entreprises, des ménages, ou la Banque centrale, on pourrait venir, en fait, viennent leur prêter pour compléter ça. Donc, vous comprenez ce que c'est, en fait, l'augmentation du besoin de financement public, ce n'est pas autre chose que la traduction d'un déficit public énorme. Évidemment, la crise du coronavirus nous amène à avoir, dans le monde entier, une explosion des déficits publics comme jamais en temps de non-guerre, on va dire. Alors, donc, ce besoin augmente, mais on a une chose qui nous aide, ce sont les banques centrales, avec des effets pernicieux, hein, bien évidemment, mais en l'occurrence, le financement est épongé par la prodigalité monétaire des banques centrales, qui créent de la monnaie pour financer ces déficits publics. Exactement. La question donc, pour pas que ça soit un jeu à somme nulle, c'est est-ce que le besoin de financement est couvert et voire même au-delà des besoins par les banques centrales pour savoir si ça déborde sur les autres cercles. Non, c'est pas ça? Exactement. Eh bien, vous avez à peu près tout dit, à savoir que la stratégie actuelle, celle du moment, elle est celle, finalement, où il n'est pas temps d'aller vers la périphérie, mais il n'est pas le temps d'aller non plus trop vers le cœur. C'est celle de l'équilibre des forces. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe concrètement que, certes, vous avez des politiques de création monétaire de dingue, employons le mot, on n'a jamais vu en ces termes, à savoir les banques centrales descendent dans la cave, impriment des billets de banque pour acheter des obligations, souvent d'État. Voilà, donc ça, concrètement, c'est inédit. Mais pas que d'État. Et pas que d'État, bien sûr, entre autres. Mais donc,
cœur et aussi un peu sur le côté. On est d'accord, sur la petite couronne, on va dire. Donc ça, on pourrait penser que c'est la force centrifuge que j'évoquais tout à l'heure. Sauf que dans le même temps, effectivement, la taille du cœur ne cesse d'augmenter à travers les déficits publics. Et donc, finalement, vous avez un équilibre entre les déficits publics qui se creusent, qu'il faut financer, et essentiellement, en fait, ces déficits publics sont financés via la création monétaire. Et c'est pour ça que les marchés font rien. Depuis maintenant 3, 4 mois, globalement, les marchés ne font rien. Or, on est toujours dans cette mécanique. Oula, on fait pause. Qu'est-ce que nous raconte donc Pierre Sabatier? Il nous parle de marchés boursiers qui ne font rien, alors que chacun sait qu'ils se sont plutôt envolés ces derniers temps. Bon, à ceux qui n'ont pas pris la peine d'écouter la petite introduction qui précède cette interview, je précise à nouveau qu'elle a été réalisée début novembre et que dans l'intervalle, bien sûr, les annonces de sortie prochaine de vaccins ont regonflé à bloc le moral des investisseurs et fait monter sensiblement les indices boursiers. Du reste, nous allons voir dans l'émission qui suit comment cette nouvelle sur le front sanitaire s'inscrit parfaitement, selon Pierre Sabatier, dans le mécanisme et la méthodologie qu'il nous décrit. Cette petite mise au point faite, on continue. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ces mécanismes-là, c'est pas surprenant. Là, la création monétaire, c'est pas comme la décennie dernière. Et on peut y revenir parce que les gens comprendront encore mieux comment ça se passe. La décennie 2010, c'est quoi? C'est une grosse politique de création monétaire, mais pas de déficit public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un cœur, pas de besoin de financement public qui augmente, donc un cœur qui est stable, or une politique de création monétaire très forte. Eh bien, ça se déverse, ça remplit le cœur et ça bascule sur tous les autres. Et s'il s'est passé quoi dans la décennie 2010? Les obligations souveraines ont monté le cœur. Les obligations d'entreprise ont monté. D'abord, celles des entreprises bien notées, ce qu'on appelle les investment grade. Mais aussi ensuite, le high yield, c'est-à-dire celle qui va être le plus éloignée. Les actions, les plus proches des obligations, ont d'abord beaucoup monté, puis les autres aussi. Et les matières premières ont monté. Vous comprenez, c'est que dans la décennie 2010, lorsqu'il n'y a pas d'augmentation du besoin du cœur, besoin de financement public, avec des politiques de création monétaire fortes, évidemment, la force centrifuge se met en place. Donc, il fallait jouer quoi? Toute la périphérie, évidemment. Le risque extrême. Parce qu'il n'était pas risqué de le faire, à partir du moment où on a compris comment, en fait, les mécaniques de relation, les mécaniques de dépendance des actifs les uns avec les autres s'implémentaient. La problématique, c'est qu'effectivement, nous ne sommes plus en 2010. À l'époque, il n'y avait pas de déficit public, beaucoup de création monétaire. Aujourd'hui, il y a toujours la création monétaire, même plus qu'avant, mais des déficits publics gigantesques. Et donc, équilibre des forces. On a un cœur qui n'arrête pas d'augmenter, mais heureusement que la création monétaire est là, ça évite la force centripète. Sinon, en fait, les actions, tout ce qui est considéré comme plus risqué s'effondrerait littéralement. Et on reviendrait au niveau en fait, du mois de mars. Ce n'est pas le cas parce qu'on a ce patch, ce pansement de la création monétaire en l'état. Donc, vous me posez la question du moment. Celle du moment, c'est qu'il n'y a ni force centrifuge, ni force centripète. Tout ça est annihilé entre des besoins de financement public qui explosent, mais une création monétaire en face qui est là. Tant que vous êtes dans cette situation-là, finalement, on est dans un gros marché d'oscillation. Les taux ne bougent pas, les actions ne bougent pas vraiment, et rien ne bouge, les obligations d'entreprise non plus, et l'immobilier non plus d'ailleurs. Alors, il y a un point sur lequel on doit revenir aussi, c'est un point technique, c'est que les banques centrales étant des acteurs prédominants dans ce jeu, elles préemptent tout de même tout le cœur. C'est elles qui l'achètent. Donc, exact. Ce qui reste aux autres investisseurs, c'est les actifs en périphérie immédiate, qui deviennent pour eux le cœur. C'est bien pour ça, peut-être, qu'on voit les GAFAM si bien se comporter. Alors même si les cours ont un peu été chahutés ces dernières semaines, mais dans l'ensemble, les pondérations au sein des portefeuilles restent les mêmes. Peu de gens ont vendu les GAFAM. Non. Mais oui, mais vous avez raison. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que ce qui est intéressant dans la tête des gens, d'analyser en fait les convictions des gens. Et c'est pour ça que cette organisation en cercle concentrique, elle est vraiment cruciale. Quand on dit, finalement, alors je répondrai à votre question, mais je ne vais pas commencer par répondre à votre question. C'est des choses que j'aime bien faire. Plutôt, je vais dire ce que j'avais envie de dire, et ensuite je répondrai peut-être à votre question. Mais je n'oublie pas ma question. Non, mais souvent les gens disent la Banque centrale crée de la monnaie pour acheter des obligations d'État. Donc elle administre les taux d'intérêt. Si jamais elle s'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Les taux vont monter, crack obligataire. Eh bien, la réalité, c'est qu'en achetant des obligations d'État, les banques centrales jouent moins sur les taux d'intérêt de ces obligations que sur le prix de la grande périphérie. Parce que c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est-à-dire que si jamais la Banque centrale n'achetait pas cette obligation d'État,
eh bien, ça veut dire qu'il faudrait que quelqu'un les achète. Et croyez-moi, les investisseurs internationaux se remettraient à en acheter. C'est-à-dire qu'en faisant cela, il y a une force centrifuge qui fait que lorsqu'une banque centrale achète des obligations d'État, elle œuvre moins sur les taux d'intérêt souverains que sur le prix de ce qui est le plus en périphérie, donc tout ce qui est le plus risqué. Donc, si jamais la Banque centrale s'arrêtait, qu'est-ce qui se mettrait en œuvre? La force centripète, à savoir que naturellement, eh bien, les investisseurs iraient rechercher ce qu'ils ont toujours acheté, le cœur d'abord, et donc, et au détriment de quoi? De ce qui reste, à savoir la grande périphérie. Si jamais les banques centrales s'arrêtent, ce n'est pas un crack obligataire auquel on assistera, c'est la baisse très forte de tous les actifs qui sont considérés comme les plus risqués, parmi les actions value, les obligations high yield, les actifs émergents. Et si jamais véritablement il y a une force centripète très forte, eh bien vous verrez qu'à nouveau, les spreads de taux, c'est-à-dire les écarts de rémunération associés à des actifs qu'on a transformés quasiment en obligations souveraines, donc les obligations d'entreprise très bien notées, une partie de la cote immobilière, elle aussi corrigera. C'est-à-dire que et c'est important de savoir que finalement les conséquences sont indirectes. La Banque centrale, certes, achète essentiellement le cœur, mais elle joue essentiellement sur tout le reste. Bon, vous avez répondu d'une certaine question à ma question, Pierre, puisque vous avez décrit ce phénomène de préemption du cœur, là, en l'occurrence. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. On peut revenir aux GAFAM, mais les GAFAM, finalement, sont des obligations. Vous l'aviez déjà dit, d'ailleurs, dans une précédente émission, il me semble. Ce sont des obligations aujourd'hui. Exactement. En fait, c'est celles qui sont considérées. Alors, au-delà même d'être une obligation, on va plutôt dire que. Enfin, considérées comme telles, ce n'en sont pas, considérées comme telles. Voilà. Mais voilà, c'est que dans le statut, elles se rapprochent du cœur, tout simplement parce que, et l'épisode actuel nous le démontre, ces grandes entreprises internationales disposent ou donnent aux investisseurs internationaux tant de visibilité quant à la résistance de leur business model, quelle que soit la situation, que finalement, on peut considérer que quand on les achète, on sait ce qu'on achète pour très longtemps. Et donc, c'est ça une obligation. Quand on achète une obligation, encore une fois, ce n'est pas une obligation d'action, c'est qu'est-ce qu'on achète derrière pour un investisseur final? Eh bien, on achète de la visibilité. C'est pour ça que les GAFAM, effectivement, sont très proches du cœur. Alors, ça reste des actions, on ne peut pas les mettre au cœur, mais elles restent très près du cœur. Donc, et donc, parmi la sphère du monde des actions, il est évident que ces 4-5 grands groupes qui ont un business model extrêmement robuste, une surface financière équivalente à la surface financière de certains États, eh bien oui, on peut considérer qu'elles se rapprochent du cœur, mais c'est bien les seuls. Est-ce on n'est pas tout de même en train de ne décrire qu'une stratégie de flux, finalement? Et est-ce que votre modèle peut sortir de ce cadre uniquement de flux? C'est-à-dire de création monétaire? Oui. Est-ce que ce modèle en cercle concentrique, que vous décrivez très bien, est également valide dans un environnement où les banques centrales ne sont pas prédominantes? Oui, ils font le marché. Bien sûr. On aurait peut-être dû commencer par cela. C'est-à-dire qu'on parle des banques centrales parce que c'est aujourd'hui l'acteur majeur, aujourd'hui qui alimente les marchés financiers depuis maintenant si longtemps, qu'on en fait le seul acteur. Évidemment, non. Évidemment, l'économie réelle interagit avec cela. Parce que l'économie réelle, elle va s'exprimer, elle va s'intégrer en fait dans ce mécanisme de la même manière que la création monétaire via le cœur. Et comment elle s'exprime? Elle s'exprime à travers finalement l'épargne nette à disposition. C'est quoi l'épargne nette? C'est vous et moi en tant que ménage, on gagne de l'argent, on n'en consomme qu'une partie et donc à la fin il reste de l'épargne nette, voilà, donc nette de ma consommation et de mon investissement. Pareil pour un entrepreneur. Une entreprise en tant que telle, c'est une bonne année, il y a beaucoup de croissance, je fais des profits, donc j'en distribue une partie, donc c'est des revenus pour les propriétaires, et bien sinon le reste je le garde. Je le garde, ça veut dire quoi? C'est de l'épargne. C'est de l'épargne à disposition qui va bien falloir être captée par quelque chose. Donc il est évident qu'il y a un deuxième acteur qui vient alimenter nos mécanismes, c'est l'économie réelle à travers l'épargne nette d'investissement à disposition. Et celle-ci est fonction de l'économie réelle. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous épargnerons en fonction de nos revenus. Alors, premièrement, donc, et pour les entreprises, en fonction des profits qu'on réalise. Alors, la problématique actuelle, pourquoi finalement l'économie réelle elle s'exprime assez peu pour le moment sur les marchés à travers cette épargne nette? Tout simplement parce que nous sommes dans une grande parenthèse. Nous vivons une récession extrême, mais pour le moment sans faillite, grâce aux prêts garantis par l'État, donc on continue de pouvoir assumer les charges. Alors, croyez-moi, beaucoup de chefs d'entreprise ont déjà bien acté le fait qu'ils n'auront pas leurs dividendes en fin d'année
à réinvestir, hein, puisque quand il n'y a pas de profit, il n'y a pas de distribution de dividendes. Bon, mais on va dire que ça reste anecdotique. Mais pour le reste, c'est-à-dire l'essentiel de l'épargne des ménages, en fonction de leurs revenus, pour l'instant, c'est une grande parenthèse, pas enchantée, mais une grande parenthèse tout de même, puisqu'avec les mécanismes de chômage partiel qu'on a implémentés, on a certes une récession gigantesque, mais pas du tout d'ajustement via les salaires, ni via le chômage, en réalité, ni via les salaires. Et donc, c'est ça le sujet principal, la question qu'on doit se poser pour l'avenir. Donc, à court terme, ça veut dire que finalement, ça ne joue pas beaucoup, hein, cette économie réelle. Mais très vite, d'ici l'année prochaine, d'ici les 2 prochaines années, se poseront la question de 2 choses. Si jamais l'activité et la croissance ne repart pas, les profits des entreprises ne repartiront pas. Pas d'épargne qui s'injectera sur les marchés financiers via les entreprises, premièrement. Deuxièmement, si jamais l'activité ne repart pas, il est évident que les entreprises devront ajuster leur personnel. Et donc, on aura probablement du chômage en plus, ou si on n'a pas de chômage, des ajustements de revenus. Et donc là, en l'occurrence, vous pourriez avoir une force captatrice, c'est-à-dire que moins d'épargne nette à disposition qui se déverse dans notre mécanisme. Et donc, dans ces cas-là, il est évident, qu'est-ce qui en bénéficie le plus? En tout cas, qu'est-ce qu'il faut miser, sur quelle couche faut-il miser le plus si jamais on a effectivement une chute de l'épargne qui arrive d'ici 1 an ou 2 ans? Plutôt le cœur. Le cœur. Voilà, bravo, vous avez bien suivi le raisonnement. Donc, bien sûr, l'économie réelle, en fait, elle joue. Alors, à l'inverse, s'il y a beaucoup de profits et beaucoup de revenus, beaucoup d'argent à disposition, et donc là, en l'occurrence, c'est la force centrifuge qui l'emporte, et donc ça serait plutôt favorable aux actifs les plus éloignés. Encore une fois, à très court terme, ce n'est pas le facteur prépondérant, ça reste la Banque centrale. Pierre, on a été très complet. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on aborde chaque grande classe d'actifs et qu'on voit comment les sous-segments, ou les segments plutôt de ces classes d'actifs se positionnent sur la carte. Et ça, je vous propose de le faire dans une prochaine émission. Mais là, je pense qu'il y a déjà beaucoup de matière à réflexion pour les internautes et sans doute beaucoup de matière à questions. Et d'ailleurs, s'ils veulent poser leurs questions, ils sont les bienvenus et on essaiera d'y répondre lors d'une prochaine émission. Pierre, merci beaucoup. Merci Vincent.